Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pépites dans une chambre à soi, beaucoup de phrases qui restent avec vous une fois le livre refermé. En ce moment, je pense à celle qui dit « On ne peut pas bien penser, ni bien aimer, ni bien dormir, si l'on n'a pas bien dîné ». Peut-être que vous l'avez remarqué, mais dans cette saison du Arte Book Club, tous les ouvrages que nous abordons sont des chefs-d'œuvre d'un genre précis. Que ce soit un roman, une BD, un manga, de la SF. Aujourd'hui, on continue d'élargir ce qu'on entend par littérature en abordant un essai littéraire et politique. Peut-être l'un des plus fameux, en tout cas celui dont la descendance est aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. Naturellement, les essais sont des livres qui vieillissent plus vite que les romans, parce qu'ils sont avant tout écrits pour répondre à une situation historique bien particulière. Disons que on ne trouve pas l'art de la guerre de Sun Tzu dans la poche du premier amiral venu. Néanmoins, celui-ci, 100 ans après sa publication, il a conservé une vitalité incroyable. Et chaque génération continue d'y trouver de quoi se nourrir le cœur et éclairer sa lanterne. Une chambre à soi est un essai de l'autrice britannique Virginia Woolf paru en 1929, initialement conçu pour une conférence donnée par Woolf à l'université de Cambridge. Cet essai traite des injustices liées à la condition féminine et leur impact sur la créativité des autrices. La réflexion de Virginia Woolf se construit au fil d'une promenade. C'est en déambulant dans un collège anglais qu'elle identifie petit à petit les différents obstacles qui se dressent entre une femme et sa carrière artistique. Et ces obstacles sont matériels. C'est cela qu'elle transmet à son assemblée d'étudiantes, dans un premier temps, puis à ses lectrices. Virginia Woolf s'appuie sur des exemples de romancières réelles, de personnages imaginaires, retrace l'histoire des femmes en littérature et consulte plusieurs ouvrages gratinés consacrés aux femmes par des hommes dans les rayonnages de la British Library. Ce passage, comme tant d'autres dans cet essai, est l'occasion de découvrir le sens de l'humour cinglant de Virginia Woolf. Nous sommes au mois d'octobre 1928 et Virginia Woolf se rend dans le département réservé aux femmes de l'université de Cambridge où depuis 50 ans, les jeunes filles de la bourgeoisie anglaise ont obtenu le droit d'étudier. En franchissant le portail, elle se rappelle que 7 ans plus tôt, il a été défoncé par une meute de 1300 jeunes étudiants en colère pour protester contre le droit des femmes à être aussi diplômées. Étudier sans pouvoir être diplômée, c'est un concept ça. Mais cette fois-ci, l'ambiance est plus tempérée. Virginia Woolf vient donner une conférence qu'on lui a demandée sur le thème « Les femmes et la fiction ». Il faut dire que Woolf est déjà une autrice reconnue. Son roman Mrs. Dalloway a fait beaucoup de bruit, elle a fondé sa propre maison d'édition, et donc, ce 20 octobre, quand elle arrive à Cambridge avec un peu de retard, la salle est comble. 200 jeunes filles se serrent dans le réfectoire, on a vidé la pièce des restes du dîner, et elles regardent monter sur l'estrade cette dame très grande qui a plus de 2 fois leur âge. Woolf s'assoit à la table. Son long visage et ses yeux vifs sont éclairés par une seule lampe posée là. Dans la pénombre de la salle, 2 générations se contemplent. D'un côté, ces jeunes étudiantes, pleines d'ambition, des pionnières, qui savent que de nouvelles carrières s'offrent enfin à elles, et certaines deviendront plus tard des traductrices, des dramaturges et des universitaires célèbres. En face d'elles, Virginia Woolf les regarde, avec un sentiment étrange. Il faut dire que contrairement à ses frères, et malgré l'aisance financière de sa famille, Woolf n'a pas été envoyée à l'université. Elle n'a jamais eu la chance de connaître la camaraderie de Cambridge. Elle a bien suivi quelques cours en dilettante, du grec surtout, mais elle dira avec regret que son père n'a pas dépensé plus de 200 livres pour son éducation. Il faut imaginer ce que c'est pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, d'être là, dans cette salle, devant cette nouvelle génération. Il doit y avoir de la fierté, de la timidité, de l'envie peut-être. Alors, pendant 1 heure, Woolf déploie méticuleusement sa thèse. Elle leur dit que rien n'est gagné. Pour que les femmes puissent écrire dans une société capitaliste, hier comme aujourd'hui, il leur manque 2 choses. Une chambre à soi et 500 livres de rente. Ça, les étudiantes ne s'y attendaient pas. Il y a du remous dans la salle. Elles pensaient recevoir une conférence sur l'art d'écrire de quelques autrices célèbres, et Woolf leur donne cette considération purement matérielle. Est-ce que pour écrire, il ne suffit pas d'avoir du génie, du talent, de l'audace, traverser la rue peut-être ? Et qu'est-ce que ça veut dire que rien n'est gagné ? Mais au fur et à mesure, l'idée s'éclaire. Il faut dire aussi que, du haut de leurs 20 ans, les jeunes étudiantes savent bien à quel point le débat public est agité par les questions féministes. Le droit des femmes à voter, à devenir médecin, à divorcer.
l'année de leurs 3 ans, on apprenait dans le journal que les suffragettes qui faisaient la grève de la faim dans leur cellule de prison étaient nourries de force avec des tubes insérés dans leur nez. L'année de leurs 5 ans, on apprenait que l'une des suffragettes était morte en heurtant le cheval du roi lors d'une action politique. À 6 ans, l'Angleterre entrait en guerre et 40% des hommes qui s'étaient portés volontaires avaient été déclarés inaptes physiquement au combat. Que l'état de santé de la nation était catastrophique, faute d'hôpitaux publics. À 8 ans, elle pouvait bien observer que tous les emplois laissés vacants par les hommes étaient maintenant occupés par des femmes. Que leur mère était désormais plombière, ou ramoneuse, ou fossoyeuse, que leur tante était batelière ou laboureuse, et que leur sœur aînée qui devait se marier était maintenant électricienne, ou peintresse en bâtiment. Quand les hommes sont rentrés du front, les femmes ne se sont pas laissées renvoyer dans leur foyer. Elles ont fait valoir leur contribution à l'effort de guerre, et elles ont obtenu le droit de vote. C'était en 1918. Les jeunes étudiantes avaient 10 ans. Au milieu de cette tribulation, il y a une très vieille question qui revient à mi-voix dans les conversations, ou placardée sur les unes des journaux, ou reprise à tue-tête dans les meutes d'étudiants, et qui dit « Si la femme est vraiment l'égale de l'homme, alors pourquoi est-ce que tous les chefs-d'œuvre sont signés d'une main d'homme ?» Mais Woolf ne tombe pas dans le panneau. Elle n'a pas l'ignoble audace de tenir des propos définitifs sur les capacités créatrices des autres humains. Au contraire, elle déplace la question. Ce qui a manqué aux femmes, ce n'est pas le génie, cette chose flottante, intangible. C'est du temps, de l'espace, de la tranquillité, du silence et de l'argent. Si vous ne me croyez pas, dit-elle, considérez un peu la dizaine d'auteurs que nous portons au nu dans notre littérature. Tennyson, Coleridge, Byron, Whitman. Chacun d'eux avait du bien, de l'instruction, le temps de lire et d'écrire, et des domestiques. Si vous pensez que c'est anecdotique, mais eux savaient bien que c'était crucial. Et alors, Woolf se met à faire l'histoire littéraire des femmes en Angleterre, depuis l'époque de Shakespeare jusqu'en 1928, en passant par les sœurs Brontë, Aphra Behn, George Eliot. Il faut la voir nous parler de Jane Austen, l'autrice d'Orgueil et Préjugés, qui n'avait que le salon de sa maison pour écrire, et qui, dit-elle, devait être soulagée que la porte grince avant de s'ouvrir, parce que ça lui donnait le temps de cacher son manuscrit sous son buvard. Et alors, Woolf pose la question aux étudiantes. Elle dit « Est-ce que Orgueil et Préjugés aurait été un meilleur roman si Jane Austen n'avait pas jugé nécessaire de cacher son manuscrit aux visiteurs ?» Il est possible que ces idées-là, vous les ayez déjà entendues. Quand Woolf écrit « Il est bien plus important aujourd'hui de savoir combien les femmes ont d'argent et d'espace à elles plutôt que théoriser sur leurs capacités », elle s'inscrit explicitement dans la tradition marxiste. Mais ce qui fait la nouveauté permanente d'une chambre à soi, c'est que Woolf n'aborde pas le sujet comme une essayiste qui échafaude des statistiques. Elle l'aborde comme une écrivaine. De toute façon, dit-elle, tout ce qui concerne la vie d'une femme de classe moyenne au tournant du XVIIe siècle est inconnu parce que personne ne semble s'y intéresser. Qui sait ce qu'elle faisait de 8h du matin à 8h du soir ? Alors Woolf tisse plutôt son récit à partir de 3 journées qui précèdent ce 20 octobre 1928. La voici au bord du canal de Cambridge, à cogiter sur la conférence à venir, quand un surveillant fait irruption pour lui interdire de rester sur le gazon parce qu'il est réservé aux professeurs. La voici à table, dans la grande salle de Cambridge, invitée pour un déjeuner gargantuesque, et la voilà rentrée dîner dans le bâtiment réservé aux étudiantes, devant une assiette de pruneaux. Le lendemain, elle longe les grands bâtiments officiels qu'on a élevés sans lui demander. Parvenue à la bibliothèque du British Museum, elle se dirige vers le rayon Histoire. Son doigt passe sur un gros volume intitulé « Sur l'infériorité physique, morale et intellectuelle des femmes » du professeur von X. Il s'arrête sur un ouvrage récent, « Panorama de la musique contemporaine », où elle lit « Une femme compositrice, c'est comme un caniche qui danse, cela n'est même pas bien fait, et l'on est même surpris que cela puisse se faire. » En face d'une telle morgue, quand tout vous prend de haut, vous pourriez bien bouillir de colère ou rester tétanisé. Mais Woolf a toujours l'air d'avoir le cœur léger, les mains légères. On la prend pour une idiote, elle va jouer à celle qui ne comprend pas. Quand le pouvoir vous écrase et que la censure tombe comme un couperet, c'est encore la meilleure approche. À la façon du narrateur des Lettres persanes de Montesquieu, elle s'étonne. Pourquoi Jane Austen considérerait-elle qu'elle devait cacher son manuscrit aux yeux des visiteurs ? Pourquoi Samuel Butler écrit-il « Les sages ne disent jamais ce qu'ils pensent des femmes », alors qu'apparemment les sages ne parlent jamais d'autre chose ?
pourquoi les femmes décrites dans les romans des hommes sont des créatures de la plus haute importance, alors que dans les faits, elles étaient enfermées, battues, mariées de force. Pourquoi certaines des pensées les plus profondes de la littérature tombent-elles de leurs lèvres, alors que dans les faits, elles pouvaient tout juste lire, à peine écrire. Tout ça donne à son livre un rythme extrêmement soutenu, avec une ironie à la fois tranchante et d'une grande délicatesse. On suit une narratrice en pleine maîtrise de son récit, dont le talent est d'une telle évidence que, en face d'elle, sans qu'elle ait besoin de le maudire, le professeur Von X a l'air d'une petitesse. C'est de cette façon-là, à notre avis, que son essai dépasse les frontières de la pure dissertation historique. Et qu'elle peut décrire des siècles d'inégalités économiques et politiques entre les hommes et les femmes, tout en concluant que, à chaque fois qu'une femme est empêchée d'écrire, ce sont tous les lecteurs et toutes les lectrices qui ont beaucoup à y perdre. À ce titre-là, on voudrait vous donner à entendre un extrait absolument fabuleux, à la fois drôle et terrible, et dont la graine d'imagination nous paraît autrement plus fertile que celle d'un simple essai politique. C'est dans la traduction de Clara Malraux, et c'est notre amie Vinora Epp qui le lit. Laissez-moi imaginer, puisque les faits précis sont si difficiles à établir, ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur, merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Shakespeare lui-même fréquentait vraisemblablement, sa mère était une héritière, une école où on lui enseigna le latin, Ovide, Virgile, Horace et les éléments de la grammaire et de la logique. Nous savons tous que c'était un garçon déchaîné qui braconnait les lapins, tirait peut-être des cerfs et qui fut contraint d'épouser plutôt qu'il n'aurait fallu une femme du voisinage qui lui donna un enfant un peu plus vite qu'elle n'aurait dû. Cette aventure le contraignit à aller tenter sa chance à Londres. Il avait, semble-t-il, du goût pour le théâtre. Il commença sa carrière en tenant les chevaux devant l'entrée des artistes. Peu après, il trouva du travail au théâtre. Devint un acteur en vogue. Il vécut au centre de l'univers, rencontrant tout le monde, pratiquant son art sur les planches, exerçant son esprit dans les rues, et trouvant même accès au palais de la reine. Pendant ce temps, sa sœur, si merveilleusement douée, nous sommes dans le domaine des suppositions, restait à la maison. Elle avait autant que son frère le goût de l'aventure, était comme lui pleine d'imagination et brûlée du désir de voir le monde tel qu'il était. Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. Elle n'eut pas l'occasion d'étudier la grammaire et la logique, encore moins celle de lire Horace ou Virgile. De temps à autre, elle attrapait un livre, des livres de son frère peut-être, lisait quelques pages. Mais arrivaient alors ses parents qui lui disaient de raccommoder les chaussettes ou de surveiller le ragoût et de ne pas perdre son temps avec des livres et des papiers. Sans doute lui parlait-il sévèrement, mais avec beaucoup de bonté, parce que c'était des gens pratiques, connaissant les conditions de vie d'une femme et aimant leur fille, qui était vraisemblablement la prunelle des yeux de son père. Peut-être griffonnait-elle quelques pages dans le fruitier en cachette, mais elle avait bien soin alors de les cacher ou de les mettre au feu. Bientôt, cependant, même avant qu'elle eût atteint sa 20e année, on la fiança au fils du négociant en laine du voisinage. Elle pleura, criant que le mariage lui faisait horreur, c'est pourquoi son père la frappa durement. Puis il cessa de la gronder et il la supplia de ne pas lui faire de tort et de ne pas le couvrir de honte dans cette histoire de mariage. Il allait, lui disait-il, lui offrir un collier de perles et un joli jupon, et disant cela, il avait les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle lui désobéir ? Comment pouvait-elle briser le cœur de son père ? La puissance de son génie l'a poussée à la révolte. Elle fit un paquet de tout ce qu'elle possédait, se laissa glisser le long d'une corde par une nuit d'été et prit la route de Londres. Elle n'avait pas 17 ans. Hein. Les oiseaux qui chantaient dans la haie n'étaient pas plus harmonieux qu'elle. Elle avait l'imagination la plus vive, le même don que son frère pour la musique des mots. Comme lui, elle avait du goût pour le théâtre. La voici devant l'entrée des artistes. Elle veut jouer, dit-elle. Les hommes lui riaient au nez.
Le directeur, un homme épais aux lèvres molles, s'esclaffe. Il aboie quelque chose concernant les caniches qui dansent et les femmes qui jouent. Aucune femme, dit-il, ne saurait être actrice. Il fait allusion à ce que vous devinez. Il était impossible à la jeune femme d'apprendre son art. Pouvait-elle même se mettre en quête d'un dîner dans une taverne ou errer dans les rues à minuit? Et pourtant, elle était génialement douée pour la fiction et brûlée du désir de se repaître de la vie des hommes et des femmes, d'observer leurs divers comportements. En fin de compte, car elle était très jeune et son visage ressemblait étrangement à celui de Shakespeare le poète avec les mêmes yeux et les mêmes sourcils arqués. En fin de compte, Nick Green, l'acteur-directeur, l'a pris en pitié. Elle s'en trouva enceinte. Et enfin, mais qui peut dire l'ardeur et la violence d'un cœur de poète quand il est pris et mêlé au corps d'une femme? Enfin, elle se tua, par une nuit d'hiver. Et elle repose à présent à l'arrêt de bus devant l'Elephant and Castle. On ne vous laisse pas là-dessus, parce que Woolf non plus ne nous laisse pas là-dessus. À la fin du périple, où nous l'avons suivie pendant 3 jours, elle écrit « J'ai la conviction que cette poétesse, qui n'a jamais écrit un mot et qui est enterrée à un croisement, vit encore. Elle vit en vous et en moi, et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas là ce soir car elles sont en train de faire la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit, car les grandes poétesses ne meurent pas. Ce sont des présences continues. Elles attendent simplement l'occasion d'apparaître parmi nous, en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il est à présent en votre pouvoir de la lui donner. Car voici ma conviction, si nous vivons encore un siècle environ et que nous ayons toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous seuls, alors cette poétesse morte, qui fut la sœur de Shakespeare, prendra cette forme humaine à laquelle il lui a fallu si souvent renoncer. Tirant sa vie de la vie des inconnus qui furent ses devancières, ainsi que le fit son frère avant elle, elle naîtra, enfin. Aujourd'hui, le texte de Woolf est partout. Il suffit de voir tous les lieux, les podcasts, les ouvrages, les librairies qui se disent à soi. Dans 5 ans, en 2028, le siècle dont parle Woolf aura passé. À vous qui regardez cette vidéo, en 2028, voyez-vous enfin se lever cette poétesse morte, qui fut la sœur de Shakespeare.